La campagne électorale n'est toujours pas lancée, mais d'une certaine façon, elle bat son plein pendant cette période estivale. On aura droit à des élections le 5 octobre prochain. Et du côté du Parti libéral, on avait une annonce officielle à faire aujourd'hui. C'était un peu un secret de polichinelle. Ça a été discuté tout au long du week-end, notamment en présence à LCN, Isabelle, du principal intéressé. Il s'agit évidemment de Pierre Dufour, un ancien ministre de la CAQ qui a été évidemment assez critique de son ancien parti et qui annonce aujourd'hui se porter candidat là, pour le PLQ dans la circonscription d'Abitibi-Est. Pierre Dufour est avec nous. Bonjour, M. Dufour. Bonjour à vous deux. Ça devenait une question, là. Où est-ce qu'il va se présenter? Est-ce qu'il reste en Abitibi? Et là, c'est confirmé. C'est confirmé. Donc, toujours dans le même comté, Abitibi-Est. Donc, le comté que j'habite là, depuis 1992. Donc, on n'a pas changé d'endroit. Vous avez notamment eu maille à partir avec la CAQ en raison de la représentation des régions. Vous disiez à l'époque que bon, l'Abitibi était sous-représentée, n'avait peut-être pas une pleine voix au Conseil des ministres. C'est intéressant, évidemment, là, de vous voir rejoindre une autre formation politique. Est-ce que vous avez l'assurance du chef du Parti libéral que l'Abitibi sera représentée dans un éventuel Conseil des ministres? Bien, aujourd'hui, il l'a dit en point de presse ici même, Charles l'a dit que l'Abitibi-Témiscamingue mérite d'avoir une représentativité au Conseil des ministres. Donc, oui, si on est capable d'élire une personne dans l'Abitibi-Est, dans l'Abitibi-Ouest ou dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, bien, je pense que oui, il y aura une de ces personnes-là qui pourra accéder au Conseil des ministres. Mais au-delà du Conseil des ministres, je pense que c'est vraiment de regarder aussi ce que tu débats. Moi, je débat depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années sur le déficit fiscal de la région et sur le mécanisme des redevances minières. Ouais. Donc, je pense qu'on a aujourd'hui une ouverture qui a été faite, qui a été mise en place par le Parti libéral du Québec. Mais dans l'esprit de plusieurs, partis libéral et régions, souvent, ça ne va pas ensemble. Vous leur diriez quoi? Bien, il faut faire attention. Moi, je pense que le Parti libéral a été un parti des régions pendant plusieurs années. Et ça a fait en sorte, je pense qu'à un moment donné, ça s'est effrité peut-être, comme d'autres situations que je viens de voir avec la Coalition Avenir Québec entre le mandat de 2018 et le 2022. Et je crois qu'aujourd'hui, le Parti libéral est conscient qu'il a besoin des régions pour se faire élire, qu'il a besoin des régions pour continuer à progresser. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été mise de l'avant de ce côté-là, puis c'est ce que M. Milliard, de par son rôle en tant qu'ancien président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, il a côtoyé l'ensemble du Québec, l'ensemble des fédérations de chambres de commerce. Donc, je crois que c'est le bon individu qui peut ramener le vocable des régions au sein du Parti libéral du Québec. Il y a plusieurs analystes politiques qui disaient que vous avez magasiné là, votre parti, que plusieurs vous ont approché. Est-ce que ça devenait inévitable de se rallier à un parti parce que c'est trop difficile d'être indépendant? Bien, vous le savez, si vous avez suivi un peu l'histoire, 1966, c'est la dernière année qu'il y a un député indépendant au Québec qui a gagné. On sait que M. Arthur avait gagné 2 élections au fédéral, M. André Arthur, mais du côté québécois, depuis 1966, on n'a jamais vu un député indépendant. Je suis moi-même originaire de la région de Portneuf, donc on peut en parler d'André Arthur, si vous voulez. Je voulais vous entendre sur le chef, parce qu'on dit souvent, on rejoint une organisation, on quitte son patron. Vous avez quitté la Coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que vous voyez dans Charles Milliard que vous ne voyiez pas ou trop peu dans François Legault? Ben, comme je vous ai dit tantôt, au niveau de monsieur, si on va vite au niveau du passé, au niveau de M. Legault, je pense que de 2018 à 2022, il y avait une volonté de développer l'aspect région. Il y a eu la pandémie. La pandémie, je ne sais pas ce qui est arrivé par après la pandémie, mais on dirait que tout le champ d'action de la Coalition Avenir Québec a été orienté sur son fameux livre du réseau Saint-Laurent. Donc, peu d'attentes pour les régions, puis beaucoup entre le couloir Montréal, Trois-Rivières, Québec. Quand on regardait tous les projets, c'est tout là que ça se finissait. Du côté de Charles Milliard, maintenant, comme je vous ai dit il y a quelques secondes,
c'est un gars qui connaît le tabac, qui connaît les régions, de par le rôle qu'il a occupé auparavant. Donc, en prenant la direction du Parti libéral du Québec, je crois que Charles est capable d'insuffler ce nouveau souffle et cette nouvelle vision que le parti a besoin pour pouvoir progresser autant au niveau du leadership, au niveau d'être le gouvernement au pouvoir, mais aussi d'être un motivateur de développement pour les régions ressources, dont une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Et l'idée de créer le fonds, déjà aujourd'hui qu'il a annoncé, je pense que ça démontre cette volonté-là d'aller de l'avant avec quelque chose de nouveau pour les régions. Il y a une petite polémique depuis quelques jours parce que Farnell Morissette, qui est lui aussi candidat pour le Parti libéral du Québec, a participé au balado Génération Oui. Et dans ce balado, il a dit que la souveraineté du Québec devrait demeurer une option dans le cadre d'éventuelles négociations constitutionnelles avec le gouvernement fédéral. Et là, ça a fait grand bruit. On a senti la grogne chez les libéraux. Vous pensez quoi de cette déclaration-là? La déclaration qui a été faite, ce que j'en comprends, puis tantôt, il a été interpellé, Charles Milliard a été interpellé sur cet aspect-là. Je pense que ce qu'il faut en comprendre, c'est un peu la manière que c'est interprété. On semble y avoir une distorsion de par celui qui a émis les propos ou la manière de les interpréter. Vous le savez, dans tous les partis politiques, vous avez différentes allégeances, vous avez différentes façons de voir les choses. Et c'est possible des fois que tu peux avoir une vision des choses, mais ça ne veut pas dire que c'est la finalité en soi. Donc, j'ose espérer que chacun a le droit de s'exprimer politiquement et publiquement à partir de son rôle dans son parti, mais que ça ne veut pas dire que tu ne cautionnes pas les valeurs et les orientations de ton parti naturellement. Donc, je pense que c'est libre à M. Farrell d'avoir pris position de cette façon-là, mais dépendamment aussi de l'interprétation que lui en fait ou que d'autres personnes la font. On le voit d'ailleurs sur d'autres sujets, des fois. Par exemple, sur les redevances minières, ou encore là, sur l'aspect du mot systémique dans la manière de le penser ou de le voir. Dépendamment avec qui on parle, les gens n'ont pas toutes la même définition ou la même façon de voir la chose. Monsieur Dufour, vous allez peut-être être élu, vous allez peut-être former le gouvernement, vous allez peut-être être ministre. Si c'est le cas, où est-ce qu'on vous retrouvera? Quel portefeuille vous intéresserait le plus? Moi, personnellement, quand je m'ai présenté en politique, que ce soit en 2018 ou en 2022, c'est sûr et certain que la prérogative du Conseil des ministres, c'est le premier ministre qui l'a. C'est comme un coach au hockey. Là, il choisit un peu qui va mettre sur l'attaque à 5 ou sur le désavantage numérique. Tu ne fais pas de demande dans ce sens-là. C'est pas là l'orientation. Exemple, en 2022, lorsqu'on n'a pas renommé comme au Conseil des ministres, mon cheval de bataille, c'est vraiment devenu tout l'aspect des redevances minières par rapport au travail qui s'est fait avec d'autres individus de mon territoire pour arriver à faire mettre dans soit une plateforme électorale ou encore là, consciemment, la situation au niveau du parti. J'ai vécu, moi, le fameux projet de loi au niveau des mines qui est venu faire en sorte là, qu'on est passé de la 5e région, pas région, mais le 5e positionnement au palmarès à la 22e. Donc, pour une région qui est une région minière comme l'Abitibi-Témiscamingue, ça a une conséquence majeure. Donc, vous pouvez comprendre que tu peux pas être heureux quand ton parti dans lequel tu es au pouvoir s'en va dans une direction complètement opposée. Donc moi, dans la situation actuelle, je pense que le Parti libéral du Québec, c'est la solution pour regarnir justement une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, si vous êtes élu, la priorité, c'est les redevances minières. C'est là-dessus que vous allez plancher pour les premières années? Redevances minières et le déficit fiscal qui s'accumule dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue suite à l'étude de Avisio qui nous a été présentée en 2025 à partir de chiffres du gouvernement. Donc, c'est pas des chiffres là, qui ont été mis aléatoirement, c'est des chiffres concrets qui ont été mis en place pour démontrer que le déficit fiscal qui s'accumulait en Abitibi-Témiscamingue allait causer le chaos si on ne fait pas rien en amélioration au moment présent, ce qui va juste faire en sorte que ça va continuer à se détériorer avec le temps. Pierre Dufour, nouvellement candidat du Parti libéral du Québec. On vous souhaite un bon été, une bonne élection si on ne se reparle pas d'ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir.
Au revoir. Et puis évidemment, ça met un terme à notre émission d'aujourd'hui. Ça a quand même été intéressant, la trame narrative politique, Isabelle. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est qu'à l'heure où les régions ont été abandonnées, d'entendre des voix qui veulent être porte-étendard et qui veulent essayer de se battre pour les régions, je trouve ça beau parce que c'est vrai qu'on les a pas beaucoup entendus dans les dernières années. Donc lui, prend position pour l'Abitibi. Je me dis que ce sera peut-être la même chose en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord. Les enjeux régionaux sont aussi importants, même si je le comprends, la densité de population n'est pas la même, mais ça fait partie du Québec. On a parfois l'impression que ce sous-investissement-là, il engendre une espèce de blocage, puis il ne permet pas tout à fait de pleinement réaliser le potentiel de certaines régions. Là, on parle de redevances, on a parlé plutôt cet été du fameux pont. Je sais que tu te tiens très à cœur sur le Saguenay. C'est des centaines de milliers de personnes dans certains cas, mais qui pourraient être tellement plus participants à l'économie québécoise si on leur en donnait un peu les moyens, finalement. C'est que la région qui va connaître la plus grande baisse démographique, c'est la Côte-Nord. Donc, c'est sûr qu'il faut donner des outils où tu dis il y a tellement de matières premières, nos barrages d'hydroélectricité sont là, il y a tellement de matières premières qui viennent de là. Moi, je pense qu'il va falloir s'y affairer si on veut pas perdre puis qu'à un moment donné, il y a des villes qui deviennent des villes fantômes carrément. Oui. Puis de même en Gaspésie, de même dans plein d'autres régions, il y a comme un déficit d'infrastructure, un déficit d'investissement. Ceci dit, je me pose toujours la question parce que là, puis tu sais, ça, en tout respect pour M. Dufour, tu sais, la campagne électorale, elle est toujours prompte à faire des grandes déclarations sur l'importance des régions, puis tous les chefs politiques, ils vont aller dans telle et telle région, puis ils vont dire comment c'est beau le Saguenay, puis comment c'est beau l'Estrie. Mais ça prend des projets. Mais même, tu sais, mon cynisme, c'est que pendant la campagne, tout est beau, puis tout est grand, puis là, une fois au pouvoir, on dirait, puis c'est ce que décrivait Pierre Dufour, hein, c'est le premier François Legault, puis le deuxième François Legault, là, puis je pense qu'il situe ça autour de 2022, mais tu as un François Legault qui était très orienté développement, tu sais, de l'entièreté du Québec, les régions et tout, puis à un moment donné, c'est devenu, tu sais, vraiment montréalo-centriste, ou en tout cas le long de la 20 de la 40, mais tu sais, à peine de préoccupation là, pour tous ces gens-là. Puis en même temps, si je me fais l'avocat du diable, c'est rare que des partis qui sont élus pour 2-3 mandats font l'unanimité au bout de ce 2-3e mandat-là. Souvent, on vote contre les élections d'ensuite et non pour quelque chose. Je comprends, mais c'est juste, il y a des choses qu'on dit en campagne qu'on ne fait pas. Oui, ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde, mais justement, c'est triste parce que les régions, je trouve, passent rapidement à la trappe une fois que les partis sont au pouvoir. On se rejoint là-dessus, c'est ce qui fait peut-être ce désamour pour les partis qui sont en présence. Bref, c'était ce qu'on avait à dire sur la politique québécoise. Isabelle? Merci, Flo. Merci à Florence. À Hugo. Il y a eu également Max-Émile. Il y a eu du monde en régie aujourd'hui. Olivier, Seb qui est là. Seb est fidèle au poste, prêt au combat. Les chums, c'est fait pour ça. C'est comme notre étoile du Nord, Sébastien. L'étoile du berger. On a Maxime aussi qui est là toujours à la mise en ligne. Puis il y a Hugo qui nous fait des stepettes pour nous dire qu'il nous reste 8 secondes. C'est Marc Boilard qui s'installe. C'est Marc Boilard. Puis vendredi, j'ai eu mon petit moment de solitude. Demain, je t'abandonne, cher ami. On se retrouve mercredi pour le duo. On a déjà hâte.